Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Alors, encore une fois, bienvenue à cette session. Ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de la 4.3 SP2. Si je me souviens bien, en juin de l'année dernière, nous avions fait une preview. Là, c'est un peu plus qu'une preview, parce que la 4.3 Service Pack 2 sort d'ici la mi-décembre, donc d'ici quelques semaines. Donc, on est vraiment en dernière phase de mise en boîte des différentes fonctionnalités que je vais vous présenter ici. Alors, avant de commencer, même si on est plus ou moins certain que ce que je vais vous présenter sera bien entre vos mains à la mi-décembre, ce legal disclaimer, tant que la sortie n'est pas officielle, tout ce que je vous présente est susceptible d'être changé sans vous en avertir. Encore une fois, c'est pour prendre quelques précautions d'usage concernant les informations que je vous partage. Premier message important, cette slide, cette diapositive, vous l'avez vu plusieurs fois dans mes présentations, SAP s'engage à continuer d'investir dans la suite on-premise. Par suite on-premise, il faut comprendre l'ensemble des produits Business Objects, enfin pas l'ensemble, la suite Business Objects que vous utilisez actuellement. Et la 4.3 Service Pack 2 en est la preuve. Nous continuons d'innover sur cette suite qui est extrêmement importante pour de nombreux clients utilisant SAP Business Objects. Alors, quelques slides marketing. Vous n'êtes pas sans savoir que chez SAP, nous avons deux solutions clés. Une disponible dans le cloud, en l'occurrence, il s'agit de SAP Analytics Cloud, et la deuxième que vous utilisez tous, c'est la raison de votre présence ici dans ce webinaire. Il s'agit de la suite SAP Business Objects. Une disponible en tant que software as a service, et la deuxième qui est un logiciel on-premise que vous pouvez déployer on-premise, mais si vous souhaitez, que vous pouvez déployer dans n'importe lequel hyperscaler de votre choix. On investit dans trois zones chez SAP. Donc tout d'abord, encore une fois, dans la suite SAP Analytics Cloud, si vous avez des cas d'usage qui seraient basés sur, par exemple, de la BI, du planning ou du prédictif, SAP Analytics Cloud vous permet de bénéficier de tout cela en un seul produit. Nous investissons bien sûr dans la suite SAP Business Objects. Et il y a une troisième zone d'investissement qui est l'interopérabilité entre les deux. Pour les clients qui ont leur premier investissement dans SAP Business Objects, mais qui souhaiteraient tout de même bénéficier de SAP Analytics Cloud, nous avons créé des ponts entre les deux qui permet à tout nouvel utilisateur SAP Analytics Cloud de pouvoir réutiliser les investissements réalisés dans SAP Business Objects. En gros, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'avec SAP Analytics Cloud, vous pouvez réutiliser l'ensemble de vos univers ou l'ensemble de vos documents Webby que vous avez créés, que vous utilisez en production. Je ne vais pas vous mentir, vous utilisez ce que je viens de décrire en tant que source de données. Donc, vous pouvez accéder à vos univers et aux sources de données derrière vos univers depuis SAP Analytics Cloud, de même que vous pouvez utiliser aux données stockées, sauvegardées dans vos documents Webby depuis SAP Analytics Cloud. En termes de portfolio, sans surprise, encore une fois, deux suites et plusieurs produits à vous recommander. Le premier, c'est bien sûr SAP Analytics Cloud pour tous les clients qui souhaitent aller dans le cloud et avoir un produit qui se déploie uniquement dans le cloud pour des besoins de BI, de planning et de prédictif. Et pour tous les clients qui utilisent SAP Business Objects on-premise, plus ou moins trois produits que nous vous recommandons. Le premier, c'est bien sûr Webby. Webby pour tout ce qui concerne les requêtes ad hoc et le reporting opérationnel. Et pour les personnes qui ont suivi les différents webinaires, vous savez qu'avec Webby, vous pouvez aller bien au-delà que ces deux premiers usages, à savoir les requêtes ad hoc et le reporting opérationnel. Webby est devenu, par la force des choses, un très bon outil d'interactive reporting, de rapport interactif, mais également de dashboarding, de self-service dashboarding. Et cela depuis la sortie de la 4.3. Bien sûr, n'oublions pas Crystal Report qui reste le meilleur outil en termes de rapport très précis, on appelle le Pixel Perfect Reporting. Cependant, la courbe d'innovation de Crystal par rapport à Webby est totalement différente. Webby est vraiment l'outil sur lequel nous investissons en prémisse dans la suite Business Objects. Pour la suite Business Objects, c'est un outil que nous pourrions vous recommander, mais essentiellement, si vous êtes un client SAP, ce serait SAP Lumira Designer. Donc là, on parle d'applications customisables, entièrement customisables. Donc, c'est plutôt un outil pour les développeurs si vous voulez créer vraiment des interfaces de type dashboard qui font exactement ce que vous souhaitez. Donc, Lumira Designer, et ça fonctionne
on vous recommande, si vous utilisez des sources SAP en tout premier lieu. Et le dernier outil, c'est les add-ons Excel pour tous les clients qui souhaitent, depuis Excel, réutiliser, par exemple, les univers depuis Excel. Voilà. Donc, typiquement, on parle de l'outil LiveOffice en l'occurrence. Voilà, donc ça, c'est le positionnement 2021. Il évoluera un tout petit peu sur 2022. J'y reviendrai d'ici quelques instants. Alors, pourquoi la 4.3 et quels sont les avantages de la Business Objects BI 4.3 lors de cette version qui maintenant a, si je ne me trompe pas, 2 ans ou 3 ans, 3 ans, nous avions investi dans 3 piliers. Le premier pilier, c'était l'hybride. Pour vous permettre, en tant que d'abord utilisateur Business Objects, de pouvoir réutiliser vos investissements Business Objects dans le cloud grâce à SAP Analytics Cloud. Le deuxième pilier d'innovation de la BI 4.3, c'était toute l'expérience utilisateur. Il est au milieu de l'écran, c'est le deuxième que je cite, et pourtant pour moi, c'est le plus important. L'expérience utilisateur. Comment un utilisateur aborde la première fois un outil? Est-ce qu'il est suffisamment simple pour qu'il puisse utiliser par lui-même tout seul? C'était un de nos objectifs lorsque nous avons complètement changé, modernisé et simplifié les interfaces de Business Objects. Cela concerne les interfaces de Web Intelligence, mais également le BI Launchpad, qui est l'endroit où arrivent les utilisateurs lorsque vous voulez entrer dans le monde Business Objects. Donc, c'était le deuxième pilier, et pourtant, c'est le pilier le plus important. Et le troisième pilier, c'est l'Enterprise Readiness. C'est tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pu faire pour vous rendre la vie plus simple. Simple en tant d'upgrade, par exemple, simple en tant qu'administration, simple en tant qu'audition, audit, les capacités d'audit de la suite Business Objects. Donc là, c'est plutôt tout ce que nous avons pu faire, améliorer pour rendre le coût d'utilisation et le coût de possession de la suite Business Objects faible. Si on entre dans les détails, pour la partie hybride, une des premières choses que nous avons fait, et cela je vais me répéter, c'est de rendre visible le monde Business Objects pour SAP Analytics Cloud. Pour cela, non seulement nous avons mis à votre disposition auparavant la possibilité de consommer vos univers, les univers relationnels, donc à savoir les UNV et les UNX, avec SAP Analytics Cloud. Avec la 4.3, ce qui est arrivé, c'est la consommation de ce qu'on appelle le Webby Data Model, le modèle de données Webby. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vos utilisateurs ont fait à l'intérieur d'un document Webby, c'est-à-dire l'ensemble des requêtes qu'ils ont créées à l'intérieur, l'ensemble des requêtes qu'ils ont fusionnées, l'ensemble des variables que vos utilisateurs ont pu créer pour répondre à certaines questions métiers. Donc, tout cela nous donne un paquet d'objets, donc des dimensions, des mesures, des variables qui deviennent visibles pour SAP Analytics Cloud, et SAP Analytics Cloud peut aller les chercher, les requêter pour créer de nouvelles stories dans SAP Analytics Cloud et les diffuser par ailleurs. Voilà, donc en 4.3, une des premières choses, c'est le Webby Data Model, le modèle de données Webby, qui vous permet de réutiliser l'ensemble des informations stockées dans un document Webby, notamment avec SAC. C'est un des premiers points, c'est la principale fonctionnalité pour le pilier hybride, mais également avec Webby lui-même. Vous pouvez réutiliser un document Webby pour créer un autre document Webby. Cela est tout à fait possible et ouvre les portes à de nouveaux usages très intéressants. La deuxième chose, c'était l'expérience utilisateur. J'ai passé dessus très rapidement parce que je vais vous faire des démos dans quelques instants et vous allez voir que si vous ne connaissez pas les nouvelles interfaces, vous allez vous y habituer très rapidement. Donc, nous avons un nouveau BI Launchpad qui est basé sur le mode Fiori de SAP. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle manière de vous présenter l'information auquel vos utilisateurs ont accès de manière moderne et fluide. Voilà. Mis à part cela, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que seules les interfaces sont nouvelles. L'ensemble des choses que vous avez fait pour le back-end, à savoir le déploiement de vos services, la sécurité, les autorisations, l'ensemble des documents Webby tels quels, tout cela reste strictement identique. Seules les interfaces ont changé. C'est-à-dire c'est la manière dont vous allez accéder à l'information, que vous allez cliquer pour obtenir quelque chose qui a changé. Tout le reste derrière reste strictement identique. Et l'ensemble des fonctionnalités que nous vous proposons avec la 4.3 Service Pack 2 sont toutes présentes à présent.
Donc ça, c'est le nouveau Launchpad de SAP Business Objects, qui est fourni par défaut. Nous ne vous proposons plus le BI Launchpad 4.2, vous n'avez pas le choix, vous devez adopter le 4.3 maintenant. Et au sein de ce BI Launchpad 4.3, vous trouverez le nouveau Webby, dont l'expérience, dont l'interface a été entièrement simplifiée et modernisée. Alors modernisée, je pense que c'était quelque chose qui apparaît évident quand vous voyez l'interface à l'écran. Simplifié, il faut le prendre dans le bon sens. Simplifié dans le sens où on n'a pas rendu le produit simple, on n'a pas enlevé de fonctionnalités. Non, nous avons voulu rendre simple ce qui était auparavant un peu peut-être complexe d'utilisation, à savoir que à présent, toutes les fonctionnalités les plus évidentes et les plus simples sont proposées dans un premier temps, et dans un deuxième temps, quand l'utilisateur s'est habitué avec ces fonctionnalités simples, lorsqu'il veut accéder aux fonctionnalités un peu plus avancées, celles-ci lui sont proposées dans son workflow de création de manière assez naturelle et de manière un peu je clique, je découvre et je peux faire quelque chose. D'ailleurs, je clique, je découvre, c'est ce qui a guidé l'ensemble de cette modernisation d'interface, à savoir on est plus dans un mode, on appelle trial, essai. Je peux essayer, mais si je fais une erreur, je peux aisément revenir en arrière. Et quand j'essaie, je vois immédiatement le résultat de ce que j'ai fait. Cela permet très facilement à l'utilisateur de comprendre ce qu'il fait et de voir le résultat immédiat de ses actions. Et ça l'aide grandement dans sa construction d'un document Webby. Donc l'interface, encore une fois, est entièrement moderne, beaucoup plus simple d'utilisation. Elle est basée en HTML5, entièrement en HTML5, ce qui vous permet de vous passer du plugin Java. Il n'y a plus de Java nécessaire avec Webby, on est en full HTML5. Donc vous n'avez plus à maintenir et mettre à jour les plugins Java sur vos browsers et les PC clients. Comme c'est du HTML5, ça fonctionne sur les tablettes. Si vous voulez utiliser Webby avec votre doigt, vous pouvez sur votre tablette Microsoft Surface, par exemple, ça fonctionne très très bien. Et le tout, l'ensemble de ces améliorations, la modernisation, la simplification des usages, le HTML5, ça permet de rendre possible beaucoup de choses. Et une des choses qui nous tenait à cœur, c'était de rendre l'utilisateur beaucoup plus autonome, mais également de rendre le reporting et la création de dashboard en mode self-service beaucoup plus simple. Le Webby Data Model, j'en ai parlé très rapidement. C'est la possibilité, avec Webby, de réutiliser un document Webby pour créer un nouveau document. Pourquoi? C'est très simple. Plutôt que d'apprendre à l'utilisateur à utiliser l'outil de requêtage, donc de créer des requêtes, vous pouvez avoir un utilisateur métier dans un département qui va préparer des documents Webby avec les bonnes sources de données, les fusionner, créer les bonnes variables et partager tout cela. Et l'utilisateur qui recevra ce document Webby n'aura juste à sélectionner ce document comme source de données et non pas devoir recréer les requêtes, les variables, etc. etc. C'est un gain de temps et un gain d'utilisation et de simplification énorme. Et en plus, à chaque fois que vous mettez à jour quelque chose dans le document Webby original, cette modification est poussée dans l'ensemble des autres documents Webby qui est basé sur ce Webby Data Model. Voilà. Alors, avant d'entrer dans la phase de démo, une information importante. Lorsque nous avons sorti la 4.3, la BI 4.3, il y a maintenant 3 ans, certaines fonctionnalités manquaient. C'est ce qui apparaît dans la colonne du milieu avec tous les noms. Non, voilà. La possibilité de réutiliser les chars d'éléments était indisponible. Les points d'extension étaient indisponibles. Le freeze header était indisponible, etc., etc. L'ensemble de ces fonctionnalités manquantes sont toutes d'une manière ou d'une autre, rajoutées dans la 4.3 Service Pack 2. Mis à part le HANA Online, mis à part le Send to FTP, et depuis l'interface Webby, ne dis pas de bêtises, et le Webby Rich Canyon Standalone ne sont pas encore disponibles. Mis à part cela, toutes les autres fonctionnalités sont bel et bien présentes avec la BI 4.3 Service Pack 2. Alors, maintenant que vous avez les détails dans les grandes lignes de ce que nous avons fait, regardons un peu ce que nous vous livrons avec la 4.3 Service Pack 2 à présent.
Alors, on va commencer par des améliorations concernant les ports display. Alors, juste pour votre information, à partir de là, je vais utiliser la manière suivante. Je vais vous présenter dans le détail les principales fonctionnalités et j'en ferai une démo juste après. Alors, tout d'abord, le freeze header. Le freeze header, c'est une fonctionnalité manquante de la 4.3 qui revient en 4.2 qui revient en 4.3 Service Pack 2. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Lorsque vous avez un document avec une table très très longue et que vous scrollez, quand vous naviguez vers le bas de cette table, il y a de fortes chances que l'entête de cette table disparaisse. Le freeze header vous permet de maintenir toujours visible l'entête de la table lorsque vous naviguez vers le bas de ce document. Très simple. Et ça c'est une fonctionnalité que vous activez en mode consommation du document Webi. Une autre fonctionnalité, donc ça c'est vraiment une pure innovation, c'est ce qu'on appelle le show hide de rapport. Et j'ajouterai le dynamique show hide. Show hide, en gros, ça vous permet d'afficher ou pas un rapport dans un document. Donc vous pouvez décider de le cacher en mode consommation, et ce rapport n'est visible qu'en mode édition, ou vous pouvez rendre cela dynamique. À savoir que si, par exemple, une information dans un premier rapport varie jusqu'à un certain seuil, par exemple, si le revenu devient inférieur, je ne sais pas, à 1 million d'euros, qui est une évolution négative et une évolution que vous n'attendez pas, vous pouvez faire en sorte qu'un rapport supplémentaire contenant des informations supplémentaires apparaisse pour fournir plus de détails à vos utilisateurs. Donc, ça s'appelle le dynamic display d'un rapport. Donc, tout cela est disponible en 4.3 Service Pack 2, une démo dans quelques instants. On a amélioré le mode présentation. Le mode présentation, c'est une fonctionnalité de la 4.2 qui vous permettait de prendre n'importe quel document Webi et de l'afficher en mode plein écran sur n'importe quel écran et de le rafraîchir de manière automatique. Nous avons amélioré cette fonctionnalité en vous permettant de choisir quel rapport du document voulez-vous afficher. Ce document doit-il être affiché en mode plein écran ou pas? Quels sont les rapports que vous voulez voir ou pas? Quelle est la fréquence de rafraîchissement et quelle est la fréquence de changement entre les rapports? Voilà. Les hyperlinks, donc c'était quelque chose qui était manqué, enfin c'est pas que ça n'existait pas, c'était bien présent en 4.3, cependant l'édition et la création des liens hyperlinks manquaient en 4.3. Il y a une première version, une première amélioration de 4.3 SP1 et on termine l'ensemble du scope fonctionnel en 4.3 Service Pack 2, à savoir on réajoute l'ensemble des fonctionnalités qui manquaient par rapport à la 4.3. Ça apparaît par défaut. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de customiser, de réutiliser l'ensemble des liens hyperliens, mais également des liens Open Documents et de les avoir comme vous le souhaitez, avec les options que vous le souhaitez, directement en générant les options depuis la boîte de dialogue que vous voyez ici à l'écran. Alors, première démo. Vous voyez toujours mon écran? Allons-y. Donc, nous aussi dans le BI Launchpad BI 4.3. Encore une fois, c'est la nouvelle interface dans laquelle vos utilisateurs vont tous arriver lorsqu'ils se logueront à la BI 4.3. Les très simples d'utilisation, les classer par thématique. D'abord, des tuiles qui sont là de manière permanente, qui vous permettent d'accéder à vos répertoires, les catégories, l'ensemble de vos documents auxquels vous avez droit, la BI Inbox, les instances de vos tâches planifiées et la corbeille. Vous avez les documents favoris que l'utilisateur peut sélectionner comme étant favoris qui apparaissent par défaut en premier lieu. Ensuite, il y a les documents exécutés ou modifiés récemment, suivi de l'ensemble des applications auxquelles il a accès. Par défaut, j'ai accès à tout. Donc, vous pouvez, depuis là, exécuter SAP Medical si vous souhaitez ou accéder à l'interface Webi. Encore une fois, ce que vous devez savoir, c'est que l'ensemble des informations que vous voyez ici à l'écran est customisable. Vous pouvez décider de cacher certains des bandeaux ici présents, de même que vous pouvez, à l'intérieur même du premier bandeau, cacher
certains types de tuiles. Typiquement, si vous voulez cacher les documents, la BI inbox et les instances, tout cela est entièrement possible. Ça se fait de manière très simple depuis les settings de votre interface. Soit c'est l'utilisateur qui le fait lui-même, dans la page customisation ici, juste en cliquant, décliquant, soit cela peut être forcé par l'administrateur et dans ce cas-là, l'utilisateur ne pourra plus modifier ce que l'administrateur aura décidé de faire dans le BI Launchpad pour l'ensemble des utilisateurs. Donc en l'occurrence ici, nous allons cliquer sur Folder et nous allons chercher le premier document Weebly pour la première démo. Donc encore une fois ici, c'est une présentation classique des folders BI 4.2. Par rapport à la 4.2, c'est strictement identique. Et donc la première démo, ce sera le freeze header. Donc comment cela se met en œuvre? Nous allons ouvrir un premier rapport qui contient de nombreuses tables. Donc je peux faire un scroll down et comme vous pouvez le voir, le header se cache au moment donné. Pour l'activer, c'est très simple. Clique droit sur la table. Je clique sur la fonctionnalité Freeze Header. La boîte de dialogue apparaît. Je sélectionne Freeze-moi le header de ma table, l'entête. Et l'entête est composée d'une seule ligne. Donc je sélectionne la première ligne, mais si j'avais un entête sur plusieurs lignes, je pourrais faire exactement la même chose. Je valide. Et donc le freeze header de cette première table est gelé. Et à présent, si je descends vers le bas, comme vous pouvez le constater, l'entête reste toujours visible. Ça se comporte de la même manière avec plusieurs tables. Typiquement, j'ai une deuxième table ici dont je souhaiterais conserver l'entête. Je clique, je valide. Première ligne, OK. Et ainsi de suite. Dans ce cas-là, les deux entêtes resteront toujours visibles lorsque mes tables font plusieurs centaines de lignes, que ce soit sur une page ou plusieurs pages, bien sûr. Voilà. Autre chose qui apparaît plus loin dans la présentation, mais je profite de cette première pour vous montrer, le fold unfold a été modifié par rapport à la 4.2. Donc le fold unfold, c'est la possibilité de faire du plié-déplié sur les sections ou les breaks dans une table. Donc pour voir le nouveau fold unfold, il vous suffit de cliquer ici et le fold unfold va s'activer. Et à la différence de la 4.2 où le plié-déplié était à l'extérieur du rapport, ici, il apparaissait dans l'espace vide tout à gauche du rapport. À présent, le plié-déplié est inséré à l'intérieur du document, à l'intérieur du bloc de type table, plus précisément, sous la forme de ces petites flèches en surbrillance qui vous indiquent que vous pouvez les sélectionner directement. Voilà, donc à présent, le fold unfold se fait directement à l'intérieur de la table. Donc c'est beaucoup plus intuitif et surtout vous pouvez le faire lorsque vous avez des tables en parallèle sans que cela impacte les autres tables qui se trouvent à gauche par exemple de celle-ci. Voilà, le fold unfold. Alors ce que je vais vous montrer maintenant c'est le show hide et dynamic show hide de rapport. Pour cela il faut entrer en mode édition. Donc je vous invite à remarquer que dans ce rapport en mode consommation, j'ai 1, 2, 3, 4 rapports dans ce document. Cependant, dès que j'ai basculé en mode édition, les rapports cachés vont apparaître. Voilà, j'ai 2 rapports cachés, le show hide et le automatic show hide. Alors, quelle est la différence? Le show hide peut être statique, comme je l'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je sélectionne mon rapport, hop, ici, j'ai une option hide et j'ai hide always, ce qui signifie que ce rapport show hide avec ce type d'icône, avec l'option hide always activée, ce document sera toujours invisible en mode consommation. Il ne sera visible qu'en mode édition. Cependant, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez rendre cela totalement dynamique. Donc pour cela, on a un rapport qui s'appelle automatique. Et dans ce cas-là, il faut sélectionner la deuxième option, hide quand la formule est vraie. Là, j'ai basé un test, c'est juste un test booléen très simple. Si le revenu est supérieur à une valeur, si c'est vrai, alors tu me le caches. Si c'est faux, tu me l'affiches. Donc en l'occurrence, ici, cette condition est vraie. Le rapport automatique show hide est bien caché.
inversement, si je retourne sur ce document et sur cette condition, si je rends celle-ci fausse à présent, en simplement inversant la conditionnalité, si j'ai besoin de valider, j'ai besoin d'appliquer, voilà, je sauvegarde mon rapport. Et maintenant, si je bascule en mode consommation, ce à quoi je m'attends, c'est que le document devienne visible. Et voilà, la condition est vraie et fausse, le document devient à présent visible. Voilà, automatic show hide, basé sur certaines conditions ou pas, à votre disposition à présent. C'est assez puissant, encore une fois, ça vous permet de présenter un rapport qui pourrait être un rapport d'activité quand tout est normal. Et dans le cas où une anomalie survient, vous pouvez prévoir des documents dans le cadre de certaines anomalies qui afficheraient des informations supplémentaires et qui ne seraient visibles lorsqu'une certaine anomalie est constatée sur les données, à vous d'établir. Typiquement, pour prendre le cas d'un chiffre d'affaires, ça pourrait par exemple être des erreurs de stock ou des erreurs sur une chaîne de montage en production, par exemple. Voilà. Alors, deuxième démo, cela concernera le mode présentation dont je vous ai parlé. Grégory, je te propose d'afficher à l'écran quelques questions qui nous ont été posées. Oui, je t'en prie. L'audience est chanceuse puisqu'on a aussi Eric qui répond, Eric Fenolza qui répond aux questions directement dans le chat, donc profitez-en. Mais pour que tout le monde puisse voir les réponses, on avait une question de Renaud Dressen qui nous demandait si la parité Webby versus Webby Rich Client permettait d'accéder à des fichiers Excel sur le poste de travail. La réponse est également, oui. La réponse est oui. C'est une slide d'ici quelques minutes. Mais oui, vous pouvez accéder à vos fichiers Excel et TXT locaux directement depuis le Webby Rich Client 4.3 Service Pack 2. Et également, si l'envoi vers FTP était toujours disponible et oui, OK en planification, oui. Ce qui manque, c'est l'envoi vers FTP depuis l'interface Webby, ce qu'on appelle le mode interactif. Super. Donc, Eric avait également répondu à ces questions. J'essaie de voir s'il y a des questions qui n'auraient pas encore été traitées. Alors, ouais, j'ai une question de Julien Ripoche qui demande si vous saviez, si vous aviez une réponse du camp pour le Send to FTP. Non, non. Je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, je ne considère pas cela comme une fonctionnalité prioritaire par rapport à tout ce qu'on souhaiterait faire, notamment pour le Service Pack 3. Il est dans le backlog. Faut peut-être qu'on revisite la priorité de celui-là, mais pour l'instant, il n'est pas planifié. D'accord. Et il me semble qu'il reste une question qui n'aurait pas été traitée, c'est celle de Camille Berdo. Est-il envisagé de développer des tableaux de bord avec des scroll bars à l'intérieur du tableau et non juste le scroll bar de la page? Je demanderai à la personne qui a posé cette question de bien vouloir attendre quelques minutes et peut-être qu'il y aura un début d'élément de réponse très positif. Parfait. Voilà. À l'audience, continuez de poser vos questions, même si on anticipe parfois une partie de la présentation, ça permet de rendre l'événement un petit peu plus interactif et vous inquiétez pas, on aura un peu de temps à la fin de la session pour tout les traiter. Grégory, je te laisse continuer pour ta deuxième démo. Oui, très bien. La deuxième démo, donc, c'est le mode présentation. Donc là, le cas d'usage, il est extrêmement simple. C'est pour les clients qui ont un besoin d'afficher une information permanente sur des grands écrans, des big screens, par exemple pour une équipe, typiquement un centre d'appel, et vous voulez rendre certaines KPI, certains indicateurs disponibles et visibles à vos équipes. Excusez-moi, j'ai un reboot. On va éviter de le faire maintenant. Voilà. Pour vos équipes, de manière visible et automatique. En gros, la possibilité, ce qu'on permet de faire, c'est prendre un document Webby, en l'occurrence, typiquement ce document Webby avec plusieurs rapports qui contient plusieurs indicateurs. Idéalement, vous l'avez créé, ce rapport, ce document, comme étant quelque chose qui ressemble à un dashboard, et vous pouvez faire cela avec Webby. Et vous avez le mode présentation qui est à votre disposition directement depuis l'interface en mode consommation. En cliquant ici, la pointe du là va apparaître. Alors, plusieurs options. D'abord, vous devez définir la période de rafraîchissement.
Donc, ce document Webi peut contenir plusieurs requêtes. À vous de calculer combien de temps prend ce document Webi à être rafraîchi et de mettre la période de rafraîchissement en cohérence avec le nombre de minutes nécessaires pour rafraîchir l'ensemble des requêtes de ce document. Typiquement, si vous avez un document qui se rafraîchit en 3 minutes, ne mettez pas la période de rafraîchissement toutes les minutes. Ça n'a pas de sens. Ça ne va pas planter le produit. C'est juste que vous avez lancé un refresh sur un refresh qui n'est pas encore terminé. Donc, typiquement, si j'ai un document qui se rafraîchit en 1 minute, mettez une période de rafraîchissement toutes les 2 minutes, par exemple. Une fois que vous l'activez, alors, parce que la question tombe suivante, est-ce que je peux répondre à des invites d'écran, typiquement les prompts? Oui, quand vous avez initié le process, vous serez invité à remplir vos prompts, donc les invites. Vous les setterez, vous sélectionnerez les valeurs nécessaires au rafraîchissement du document une seule fois et vous serez interrogé lorsque le process commencera. Vous serez invité à remplir vos prompts qu'une seule fois. Ensuite, une fois que le document se rafraîchit, par exemple, toutes les 10 ou 2 minutes, vous devez spécifier, si vous avez plusieurs rapports dans ce document, tous les combien je change de rapport. Typiquement, je voudrais automatiquement commencer par le rapport numéro 1, ensuite basculer sur le rapport numéro 2, basculer sur le rapport numéro 3, etc. etc. Donc, nous avons mis une fréquence de changement toutes les 5 secondes. C'est le minimum, parce qu'il faut quand même le temps de prendre un rapport, calculer ce qu'il contient et l'afficher. Avant, on vous laissait le choix de mettre toutes les secondes, toutes les 2 secondes, 3, 4 secondes. Il est apparu que pour des documents, des rapports assez complexes, on basculait sur le rapport suivant, alors que le premier rapport n'était pas encore affiché, ce qui pouvait être considéré comme un bug, alors que ce ne l'était pas. C'est juste que le temps d'affichage du premier rapport prenait plus de 2 secondes. Donc à partir de maintenant, c'est 5 secondes minimum pour basculer d'un rapport vers un autre. Vous avez des options de est-ce que vous voulez afficher ce document éligible en mode full screen en full screen. En mon cas, c'est ce que je vais faire. Est-ce que vous voulez voir les en-têtes de rapport en haut? Oui, on va les afficher dans ce cas. Est-ce que vous voulez voir la barre de refresh? Oui ou non? Dans mon cas, non, je vais la cacher. Ensuite, pour un document contenant plusieurs rapports, vous n'êtes pas obligé d'afficher tous les rapports. Vous pouvez choisir les rapports que vous voulez afficher. En l'occurrence, je vais afficher le Geomap, je vais afficher les KPI, je vais afficher le Waterfall, je vais afficher l'Axis. Voilà, ceux-là. Donc, j'affiche 4 rapports en plein écran et le bullet. 5 parmi cette liste de rapports dans ce document. Une fois que j'ai fait cette sélection, vous n'avez plus qu'à valider. Et on bascule en mode full screen. La barre des rapports est bien présente en haut. Et à partir de là, toutes les 5 secondes, j'ai basculé du premier rapport, Geomap, vers le deuxième rapport. Donc, voici le premier, Geomap. On bascule vers le second, KPI Checks, après 5 secondes. Et on va basculer encore vers 5 secondes plus tard, vers le Waterfall. Et 5 secondes plus tard, on basculera vers le Axis Flat Layout, etc., etc. Et ainsi de suite. Alors, juste pour votre information, entre ces 5 secondes à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le document reste interactif? Si j'ai des inputs contrôle, est-ce que je peux les utiliser? La réponse est oui. Si vous mettez, par exemple, une période de changement entre chaque rapport, par exemple, de 10 à 15 secondes, ce qui est possible, vous pouvez rendre disponible les capacités de filtrage, typiquement input control dans le rapport, et vous pouvez jouer avec. De même que si vous avez plusieurs pages, vous pouvez aller sur la page numéro 2, voire la page numéro 3, dans cet intervalle de 15 secondes où le rapport est affiché. Voilà. Mais il faut savoir que quoi que vous fassiez, une fois que vous aurez fait cela, les modifications seront perdues et on basculera, on réinitialise l'état du rapport à chaque fois que l'on change de rapport. Voilà, donc ça c'est la première démo. Je reviens en mode slide deck, présentation. Je vais accélérer un petit peu, 38 minutes, un peu moins de 38 minutes qui nous restent. Alors, les shares d'éléments. Alors, qu'est-ce que les shares d'éléments? C'est une fonctionnalité qui existe en 4.2. Ça vous permet de faciliter la création de documents Webi et le partage de visualisation au sein de Webi. En gros, typiquement, si vous aviez par exemple créé
un graphique extrêmement compliqué que vous souhaitiez pouvoir le réutiliser dans d'autres documents, jusqu'à présent, avant l'apparition de cette fonctionnalité, la seule manière de faire était de recréer de zéro cette visualisation, et cette visualisation reposait nécessairement sur des données, mais également potentiellement sur des variables. Cela prenait extrêmement beaucoup de temps. Donc, ce qu'on a introduit avec les shared éléments, c'était la possibilité de prendre n'importe quelle visualisation, de dire cette visualisation, que ce soit un graphique ou une table, c'est un shared élément, sauvegarde-le-moi en tant que shared élément, et ça crée un nouvel objet que nous avons nommé élément partagé, shared élément, que vous pouvez réutiliser tel quel très facilement dans n'importe quel autre document Webi. Typiquement, si je crée un document Webi vierge et que j'importe un élément partagé, ben je vais récupérer tout. Je vais récupérer le bloc, la table, la visualisation, le type de formatting appliqué dessus, les données, mais également les variables en une seule action. Donc tout cela a été introduit en 4.2. En 4.3, pour des raisons de temps, la fonctionnalité qui vous permettait de naviguer au sein de vos éléments partagés, la fonctionnalité qui vous donnait la possibilité d'éditer vos éléments partagés était manquante. Et elle revient à partir de la 4.3 Service Pack 2. Donc, ça vous permet de créer des éléments partagés, comme vous pouviez le faire en 4.2. Ça vous permet d'éditer les éléments partagés. Typiquement, si vous avez un document 4.2 qui contient des éléments partagés, si vous l'ouvrez à présent en 4.3 Service Pack 2, vous pourrez accéder à l'ensemble des éléments partagés contenus dans ce document. Vous allez pouvoir les mettre à jour, les éditer, les modifier et créer de nouveaux éléments partagés. Et tout cela est rendu possible grâce à la fourniture, à la réintroduction de l'ensemble des fonctionnalités et des boîtes de dialogue nécessaires à réaliser cela. Donc, la première action, c'est de pouvoir faire élément partagé, sauvegarde-moi cet objet, ce bloc en tant qu'élément partagé. La deuxième chose, ça vous permet aussi de naviguer dans la liste des shared éléments, des éléments partagés contenus dans un document Webi. Pour cela, on a un nouveau panneau qui se trouve tout à droite, qui vous permet de réaliser cela. Ça vous permet d'insérer dans un document un élément partagé. On a un panneau et une boîte de dialogue qui vous permet de voir l'ensemble des éléments partagés, et celle-ci a été grandement améliorée par rapport à la 4.2. Et voilà. En gros, c'est ça, la possibilité de créer, éditer et d'utiliser l'ensemble des éléments partagés. Les mots. C'est pas celui-ci, c'est ici. Donc, je vais fermer mon document Webi. OK. Alors, voici un premier document. Alors, pour manipuler des éléments partagés, vous n'avez pas le choix, vous devez être en mode édition. By the way, je tiens à attirer votre attention sur le fait que par rapport à la 4.3 et 4.3 Service Pack 1, l'ensemble de la barre de menu en mode consommation a été changé. Ici, tout en haut, toutes les icônes que vous voyez en haut, ce qu'on appelle des icônes non contextuelles, a été modifié, de même que le petit objet ici qui vous permet de basculer du mode design au mode consommation, au mode view, a été changé. Il y a 3 modes, le mode reading, consommation, le mode design, le mode édition, et le mode structure qui vous permet de voir les documents sans les données, uniquement avec les blocs et les métadonnées. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode design pour pouvoir manipuler les éléments partagés. Nous voici en mode création. Le nouveau panneau qui vous permet de manipuler les éléments partagés se trouve tout à droite, sous cette nouvelle icône, qui est identique en 4.2. Voilà. Et donc là, comment lire ceci? Donc là, ce que nous dit ce panneau, c'est dans le document actuellement ouvert, nous avons un élément partagé qui s'appelle ZZ SAP Logo. Et effectivement, ça doit correspondre à cette icône SAP Logo ici présent dans le rapport à l'écran. Il y a un deuxième niveau de lecture, c'est si j'ouvre cette icône, si je déplie cette option, j'ai une information supplémentaire. Il me dit que cet élément partagé ZZ SAP Logo, il est présent dans 3 rapports. Dans le premier rapport résumé, summary,
dans le deuxième rapport facelift et dans le troisième rapport les données brutes, raw data. Donc, voilà. Donc ainsi, vous pouvez savoir l'élément partagé, dans quel rapport du document courant il se trouve. En l'occurrence, c'est typiquement voilà, le logo ici présent qui se trouve dans l'entête de page de ce rapport. Alors maintenant, comment faire pour insérer un nouveau élément partagé? C'est ce que nous allons faire. Alors, je vais plier. Je vais insérer un nouveau élément partagé. Pour en créer, c'est très simple. J'ai juste à sélectionner un bloc, clic droit sur ce bloc, et je fais élément partagé, sauvegarder en tant qu'élément partagé. Voilà. J'ai déjà fait cette action préalablement à cette démo. Maintenant, je vais en insérer un. Donc pour cela, je vais accéder à la liste des éléments partagés présents dans mon système auquel j'ai droit. Je clique sur éléments partagés. La nouvelle boîte de dialogue apparaît. Alors, elle a été grandement améliorée dans le sens où vous n'avez plus à chercher. Par défaut, la boîte de dialogue m'indique que pour les éléments partagés que je souhaite insérer, dans les documents publics, les éléments partagés auxquels j'ai droit, j'en ai 9 par défaut. C'est le but de cette petite icône. Et ces 9 éléments partagés sont tous listés par défaut pour une première vue et une première action. Je peux les sélectionner tout de suite si je souhaite. Deuxième lecture, si j'ouvre le public folder, eh bien à présent, dans l'ensemble des répertoires où il y a un élément partagé, eh bien, j'ai une petite icône 2, 4, 3 qui m'indique combien d'éléments partagés sont présents dans ce répertoire. Donc, j'ai pu à chercher et à savoir par cœur dans quel répertoire ça se trouve. Non, l'interface me dit automatiquement où se trouvent les éléments partagés et dans quel répertoire. En l'occurrence, celui qui m'intéresse, qui se trouve dans la partie démo, c'est celui-ci, PSGeo. C'est un élément partagé de type GeoMap et je vais l'insérer en cliquant sur Insert. Je vais l'insérer ici à la droite de mon bar chart et voilà. Et en faisant cette simple action insert élément partagé, je réinsère une GeoMap avec le bon formatting, les bonnes dimensions, les bonnes mesures, les bonnes variables, et il est listé automatiquement comme étant un nouvel élément partagé dans mon document, et cet élément partagé, il est bien inséré dans un seul rapport, le deuxième rapport facelift. Voilà. Donc très simple, les éléments partagés et les interfaces nécessaires à leur manipulation et leur création sont à nouveau de retour en 4.3 Service Pack 2. Alors, je continue, je retourne dans ma présentation et maintenant, on va entrer dans quelque chose qui est nouveau que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Usability au data Google Drive. Alors, avec la 4.3 Service Pack 2, on a modifié une boîte de dialogue qui est extrêmement importante. C'est la boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner votre source de données. On y a apporté des simplifications et de l'innovation. D'abord, tout est présenté sous une forme de liste sélectionnable par catégorie de sources de données. Il y a d'abord, tout en haut, les sources de données de type BI Platform, SAP Business Object BI Platform Repository, dans lequel vous pouvez trouver classiquement toutes les sources de données auxquelles vous avez droit depuis la 4.3, à savoir les univers, UNV et UNX, les documents de type Webi. Vous pouvez utiliser encore une fois un document Webi comme source de données, les fichiers Excel, les fichiers TXT que vous aurez préalablement exportés dans le BI Launchpad, mais également vos sources de données SAP classiques, typiquement SAP BW, SAP HANA et les requêtes à la carte, le Freelance SQL. Deux nouvelles entrées qui, je pense, ne vont pas manquer de susciter votre intérêt et un fort intérêt, j'ai envie de vous dire. Google Drive comme source de données et Web Services comme source de données. J'y viens dans quelques instants. D'abord, dans la sélection des univers comme source de données corporate, on a modifié la boîte de dialogue et c'était une demande que nous avions dans notre backlog depuis de nombreuses années. Avant, en 4.2, quand vous vouliez sélectionner un univers, vous ne pouvez le faire qu'à travers une liste plate d'univers, ce qui était extrêmement compliqué parce qu'on vous donnait l'ensemble des univers auxquels vous avez droit, mais si vous aviez un univers avec le même nom présent dans différents folders, impossible pour vous de faire le distinguo. À présent, on a résolu cela. Vous pouvez naviguer dans les répertoires de vos univers pour prendre le bon univers. Si j'ai un univers qui s'appelle eFashion, mais qui est présent à la fois en test et en prod, vous pouvez maintenant faire la distinction sans nécessairement devoir
changer le nom de l'univers, il se trouvera et il sera présenté dans 2 répertoires différents. Donc ça, c'est une simplification de sélection de vos univers. On vous donne accès au répertoire de vos univers. Pas seulement cela, vous pouvez aussi faire une recherche directement dans cette liste d'univers de manière très simple. Les icônes ont par ailleurs été changées entre les univers relationnels et les univers de type OLAP. Vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'il y a une différence de couleur. Gris pour les univers relationnels, orange pour les univers de type OLAP. Ensuite, deuxième entrée, Google Drive. Et c'est une grosse innovation. Avec la 4.3 Service Pack 2, nous vous proposons une intégration avec Google Drive. Google Drive utilisé comme repo, comme lieu de partage corporate de votre entreprise. En gros, ce que je vous permet de faire, ça vous permet de configurer un token pour vos utilisateurs si vous utilisez Google Drive. Ce token, vous l'assignez à un utilisateur ou à un ensemble d'utilisateurs. Une fois que cette action d'autorisation est effectuée, ce n'est pas un utilisateur qui va faire cela, ce sera forcément nécessairement une personne de votre département IT qui mettra cela en œuvre. Une fois que cette création de token qui donnera accès à vos utilisateurs à ces répertoires Google Drive, c'est très simple. L'utilisateur pourra sélectionner Google Drive comme source de données et aller chercher le contenu de ce Google Drive pour créer un document Webi. Alors, le contenu qu'on supporte, c'est très simple, c'est une feuille de données de type Google, une feuille Excel que vous aurez sauvegardée dans votre Google Drive ou un fichier texte CSV que vous aurez sauvegardé dans votre Google Drive, de manière très simple. Troisième source de données innovante, c'est des web services. Pour les personnes qui utilisent Business Objects depuis de très nombreuses années, on avait une fonctionnalité qui s'appelle Query as a Web Service, donc les requêtes comme source de données, et Document as a Web Service, les documents comme source de données. Ces fonctionnalités existent en 4.2 et les interfaces de ces fonctionnalités ont disparu en 4.3. Alors, si vous avez des documents qui utilisent Query as a Web Service et Document as a Web Service en 4.2 et que vous migrez ces documents de 4.2 en 4.3, sachez que ces documents vont continuer à fonctionner tels quels en 4.3, en 4.3 GA, en 4.3 SP1 et en 4.3 Service Pack 2. Cependant, modifier, éditer ces fonctionnalités, ces types de web services, impossible. Les fonctionnalités ne reviendront pas. Cependant, pour aider d'aller plus loin et de pouvoir réutiliser, avoir le même cas d'usage, c'est-à-dire de créer un web service sur une source de données Webi, nous introduisons la possibilité de créer un web service de type OData à partir de Webi et de pouvoir utiliser ce web service de type OData avec un outil tiers ou avec Webi. En l'occurrence, ici, ce que ça vous permet de faire, cette nouvelle entrée web service, ça vous permet de consommer un web service créé à partir de Webi. Mais c'est une première étape. Dans le futur, cette entrée créer un nouveau document Webi sur une source de données de type web service vous permettra de créer un document Webi sur n'importe quel type de flux OData et ou XML de votre choix. Voilà. Démonstration. Ah non, je montre le query panel. Donc l'étape logique, une fois que vous avez choisi une nouvelle source de données, pour tout créateur de documents Webi, vous accédez au query panel. Et il y a une très grosse innovation en 4.3 Service Pack 2, c'est que nous avons décidé de créer un query panel unifié. Pourquoi? En 4.2, si vous consommez, si vous créez un document Webi sur des sources de données de type UNV, UNX, document Webi, BW ou SAP HANA, cela vous donne accès à un premier query panel. Query panel qui vous permet de sélectionner l'ensemble des objets, de créer ce qu'on appelle, de faire une sélection, de créer un filtre de requête, et de faire une preview. Voilà. Cependant, en 4.2, si vous sélectionnez comme source de données un fichier plat de type Excel, CSV, fichier texte, SQL à la carte, vous aviez accès à un deuxième type
de query panel qui avait un fonctionnel totalement différent, mais qui vous permettait d'accéder à l'ensemble, et uniquement l'ensemble des en-têtes de colonne de votre fichier Excel, par exemple, de pouvoir, pour l'ensemble des en-têtes de colonne, pouvoir les renommer, changer de nom, changer le type d'objet, à savoir si c'est faire une qualification de l'objet, à savoir si c'est une dimension, si c'est un attribut, si c'est une mesure, et si c'est une mesure, pouvoir choisir le type d'agrégation. Donc encore une fois, un certain type de fonctionnel qui n'était présent que dans ce deuxième type de query panel, mais absent du premier query panel. Et bien à partir de la 4.3 Service Pack 2, on a fusionné ces deux query panels pour vous fournir ce qu'on appelle un U1 single, un query panel unifié, qui vous propose le meilleur des deux mondes. Donc à savoir maintenant que vous choisissiez un UNV-UNX, BW-ANA, fichier texte, fichier CSV, une feuille Google ou une feuille Excel, vous accéderez dans un premier temps au même query panel qui vous permettra de sélectionner les objets, de créer un filtre si vous le souhaitez, même sur une feuille Excel, et d'exécuter. Première étape. Dans une deuxième étape, une fois que vous aurez le résultat de votre requête, dans le mode design du document Webi, vous pourrez faire la qualification des objets de votre requête, à savoir dire si c'est une feuille Excel que vous utilisez comme source de données, dire cet objet, c'est une dimension, c'est un attribut, cette colonne, c'est une mesure de type numérique, et cette mesure numérique, vous devez l'agréger en somme ou faire un compte, par exemple. Tout cela se fera dans un deuxième temps dans le mode design de Web Intelligence. Voilà, donc voici ce que vous pouvez faire. Donc, dans un premier temps, un query panel unique, quelle que soit la source de données que vous consommez à partir de la 4.3 Service Pack 2. Dans un deuxième temps, dans le mode design, dans Webi, directement de Webi, vous effectuez ce qu'on appelle la qualification de vos objets, à savoir quel est le nom de cette dimension, si c'est une dimension, c'est un attribut, c'est une mesure, si c'est une mesure de type numérique, et quelle est son agrégation, etc., etc. On y va pour la démo. Il me reste 20 minutes. Alors, on revient en arrière. Donc, ma première démo, ce que je vais faire, je vais commencer par vous montrer la nouvelle boîte de dialogue de sélection des sources de données. Donc, pour cela, il nous faut créer un nouveau document Webi vierge, from scratch. Donc, pour cela, on retourne dans la page d'accueil du BI Launchpad et on clique sur Webi. La boîte de dialogue que j'ai mentionnée tout à l'heure réapparaît. Donc, encore une fois, vous pouvez voir que ça me donne accès à l'ensemble des sources de données auxquelles j'ai droit. Donc, les sources de données de type plateforme, les univers, etc., les documents de type web service et les Google Drive. En l'occurrence, nous allons commencer par un document de type Google Drive. Je sélectionne celui-ci, je valide. Comme un token de sécurité, ce qui permet d'accéder à mon compte Google Corporate a été préalablement créé pour moi. Cela me donne accès à mon répertoire Google Drive. Donc, je vais dans la partie éléments partagés. Je vais naviguer au sein de celui-ci. Et au sein de celui-ci, j'ai plusieurs feuilles à ma disposition, des feuilles Google. En voici une que je vais sélectionner comme source de données. Donc là, je suis dans le monde Google. Et dans le monde Google, je sélectionne une feuille de données Google. Je sélecte. Et voilà. Première étape est effectuée. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il va me demander de valider, mettre cette première sélection. Donc effectivement, ma localisation, c'est bien dans mon Google Drive. Le nom de ma feuille Google sélectionnée, c'est celle-ci. C'est une feuille qui fait 5 mégas. Je valide. Deuxième étape. Le Unified Query Panel va apparaître. Donc, c'est le premier query panel que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est tout. Alors, encore une fois, j'ai accès à tous les objets. Je prends tous les objets. Je pourrais faire une sous-sélection et une requête si vous le souhaitez. Pour le bien de cette démo, je sélectionne tout. Et j'exécute. Donc là, un channel de communication s'établit entre mon Business Object on Premise et mon folder Google Drive. J'ai récupéré l'ensemble de mes données dans mon document Webi. Et à partir de là, à présent, je vais pouvoir qualifier les différents objets. Donc, je sélectionne ma table. Je vais dans la partie liste d'objets de Webi. Comme vous pouvez le voir,
ça me propose l'ensemble de mes objets que j'ai sélectionnés et je dois faire un peu de nettoyage. Par nettoyage, je dois continuer à qualifier des objets. Donc, par exemple, ici, l'objet months, ce n'est pas une mesure. Pour cela, je vais dans cette nouveau side panel ici, qui est les propriétés de l'objet, et je définis l'objet, la dimension de type mois. Ce n'est pas une mesure, c'est une dimension de type numérique, et j'applique. Quand je fais ce type de modification, je purge mes données. C'est normal, parce que j'ai appliqué une nouvelle qualification à un objet. La table devient caduque. Pour obtenir mes données, je devrais cliquer sur Refresh, mais on ne va pas le faire tout de suite. On va terminer cette manipulation. Parce que year n'est pas une mesure, year est une dimension de type numérique. J'applique. Le numéro de la semaine, c'est également une dimension. Voilà, de type numérique. J'applique. Et ensuite, si je ne me trompe pas, SKU number n'est pas une mesure, mais bien une dimension. J'applique. De la même manière, si je voulais faire autre chose, si je voulais modifier, par exemple, le mois, dire que c'est un mois exprimé, affiché en tant que numérique, je peux le faire. Dans ce cas-là, je renomme un objet numérique. De même que le mois non, c'est bien une string. Là, c'est le mois. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Numérique. Voilà. Et je peux ainsi très facilement renommer l'ensemble de mes objets, dimensions et mesures. Une fois que j'ai terminé cette qualification pour l'ensemble de mes dimensions, mesures dans ces deux nouveaux panneaux, je dois d'abord sélectionner un objet et accéder au panneau propriété de cet objet. Une fois que j'ai effectué tout cela, je peux simplement rafraîchir pour que ces nouvelles propriétés s'appliquent sur l'ensemble des objets et mon document Webi se retrouve à présent rafraîchi avec les bonnes données. Et encore une fois, c'est un document qui est basé sur une source de données de type Google. Voilà. Donc ça, c'est première innovation, la possibilité de créer un document Webi sur des données stockées dans un document, dans un folder Google Drive. Alors, comment j'exporte, ça pourrait être demandé, comment j'exporte des données dans Google Drive? Alors actuellement, la seule manière d'exporter des Google Drive, c'est la manière dont vous faites aujourd'hui, c'est manuel. Typiquement, si je veux exporter ce document Webi, faire un export to Google Drive, aujourd'hui, je ne peux pas. Ce qu'on appelle en auto-refresh, faire un send to Google Drive directement depuis mon interface, export to Google Drive, je ne peux pas. Ce n'est pas disponible aujourd'hui. Cependant, ce que vous pouvez faire avec la 4OS/2, c'est de créer une tâche planifiée d'un document Webi que vous et vous dites in output type Excel, et le lieu où vous voulez créer l'output, ce sera un folder Google Drive. Vous pouvez le faire via une tâche planifiée. Voilà, donc ça, c'est première démo du Google Drive et du ce qu'on appelle Unified Query Panel. Autre chose que je voulais vous montrer, je vais le faire tout de suite, c'est les web services. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Donc, je vais aller chercher un nouveau document pour cette petite démo. Hop, on va retourner à l'accueil. Dans la partie folder. Et celle-ci, je pense qu'elle ne va pas manquer de vous plaire. Démo. Wisdom. Ce document Webi. Alors, je vais montrer comment créer un web service de type OData à partir de Webi et comment l'utiliser par ailleurs autre part. Donc pour cela, alors voici un document de type Webi, type dashboard. J'entre en mode design. Ce que je vais exprimer ou exporter comme web service, ce sera cette table. Donc pour cela, je dois d'abord la sélectionner, un premier clic. J'effectue un clic droit et dans les nouveaux éléments, options disponibles dans le clic droit, j'ai Copy Link for OData Web Service. À partir de là,
je clique un web service qui reprend comme source de données cette table a été générée automatiquement. Comment le consommer? Alors, voici un premier cas d'usage. Nous allons aller dans Excel. On va ouvrir Excel. Je vais fermer ceci. Voici le lien que j'ai créé automatiquement à partir de Webi. Alors maintenant, comment l'utiliser directement dans Excel? C'est très simple. Je suis dans la partie Data, Get Data, From Other Data Sources. Je sélectionne From OData Feed. Je valide. Je copie l'URL créée par Webi. Je valide encore une fois. Je dois entrer des username password. Donc ça, c'est les login passwords de mon utilisateur Business Objects. Et une fois que les credentials, donc les login passwords sont entrés, je me connecte. La boîte de dialogue suivante va me permettre de confirmer mon flow. Et effectivement, là, le flow Webi, c'est celui-ci. Voilà, c'est ma table. Et je décide de loader. Et donc, les données de mon document Webi sont loadées automatiquement dans Excel. Vous ne manquerez pas de soulever, de remarquer l'intérêt fort de cette fonctionnalité, car ça vous permet donc effectivement de récupérer dans Excel l'ensemble des données de documents Webi en utilisant vos utilisateurs Web Intelligence. Donc, ce qui signifie également que si je modifie mon document Webi original, et la table en l'occurrence, lors d'un prochain load depuis Excel ou lors d'un refresh, cette modification effectuée dans Webi sera poussée dans le document Excel. Voilà, donc ça c'est une manière de pouvoir réutiliser Query as a Web Service et Document as a Web Service. C'est ce qui remplace la fonctionnalité. Et je l'ai fait exprès de faire cette démo dans Excel parce que vous utilisez tous, je suppose, certains d'entre vous utilisent Live Office qui vous permet d'insérer un add-on dans Excel pour consommer vos univers et vos univers du QNV depuis Excel. Je pense qu'il est intéressant à partir de maintenant de regarder ce Web Service OData exprimé à partir de Webi comme un bon substitut à Live Office à partir de maintenant. Voilà, première manière d'utiliser ce web service. Il y a une deuxième manière, et pour cela, j'ai besoin de retourner dans un document Webi. Donc, je vais fermer les documents Webi que je viens de créer, en l'occurrence. Je vous montre la démo end-to-end. Voilà, je ferme. Il me reste 10 minutes. Je vais créer un nouveau document Webi pour utiliser le web service. Est-ce que tu m'entends, ouais. Grégory? Oui. Ah, désolé, je voulais t'interrompre, mais j'arrivais pas. On a une question analogue, donc j'en profite pour la mettre à l'écran, une question de Vincent Guedo, qui demande si l'accès à Google Drive, si channel de communication s'ouvre depuis les serveurs hébergeant BO ou depuis le poste utilisateur. Si je ne me trompe pas, le channel de communication s'ouvre entre les serveurs hostant la BI plateforme et pas entre le browser de l'utilisateur. Très bien, merci Grégory. Dernière démo, c'est d'utiliser le web service généré avec Webi directement. Donc, le flux OData que j'ai créé à partir de Webi, je peux très bien le coller ici et l'utiliser avec Webi. Voilà. Et donc là, je retombe dans un cas d'utilisation qui est très simple, c'est du Webi sur Webi, mais on utilise un autre type de technologie. Vous me direz, mais ce n'est pas très intéressant si j'ai déjà les shares d'éléments et si j'ai déjà la fonctionnalité Webi Data Model. Pourquoi utiliser un flux OData pour créer un document Webi? Et je vous répondrai, vous avez bien raison. C'est juste que ce qu'on vous démontre ici, c'est pour l'instant, on supporte comme source de données web service à partir de Webi un flux de données créé à partir de Webi. C'est un faux cas d'usage. Le vrai cas d'usage, ce sera par exemple d'aller sur Yahoo Finance, de récupérer le flux XML de votre action préférée et de copier-coller ce flux XML directement dans la partie web service précédente. Et là, vous pourrez créer un document Webi sur du Yahoo Finance, par exemple, sans aucun problème. Voilà, c'est ça le véritable cas d'usage. Ce que je vous montre à l'écran, c'est on prépare le terrain à la consommation de n'importe quel flux XML de type OData
avec Webby dans le futur. Voilà. Donc là, encore une fois, on retombe dans ce qu'on appelle l'Unified Query Panel, qui vous permet de sélectionner les objets, créer une requête et de valider l'ensemble. Voilà, fin de la démo. Donc OData, l'Unified Query Panel, les nouvelles sources de données, les web services à base de Web Intelligence. Tout cela est nouveau en 4.3 Service Pack 2. Donc ça, je voulais montrer le workflow de création et de consommation des flux XML. Alors, à partir de maintenant que j'ai fait un petit peu de slide deck très rapidement, on a beaucoup de choses concernant l'utilisabilité dans Webby qu'on a amélioré en 4.3 Service Pack 2. Typiquement, dans la partie Build Properties, les propriétés de la variable sont accessibles de manière très simple. C'est ici, de la même manière, pour une variable créée de la même manière que pour n'importe quel objet de type dimension mesure, on a cette nouvelle icône qui s'appelle les propriétés de l'objet ou propriétés de la variable. En l'occurrence ici, les propriétés de la variable sont accessibles de la même manière et vous pouvez éditer votre variable de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus simple à présent, sans devoir appeler une boîte modale qui apparaîtra sur votre document et qui cachera ce que vous êtes en train de faire. On a un nouveau Formula Editor. L'éditeur de formules est vraiment très puissant en 4.3 Service Pack 2, très puissant dans le sens où ça ressemble maintenant, à présent, à un véritable outil de scripting avec des couleurs. Donc tout ce qui est commentaire apparaît en vert, l'ouverture et fermeture de parenthèses ou de crochets apparaît en rouge, les fonctions apparaissent en jaune, de même que les fonctions comme les dimensions apparaissent en jaune, et tout le reste apparaît en noir. Voilà. Avec de l'autocomplétion, du texte coloré, le numéro de ligne apparaissent, du wrap automatique, etc., etc. Donc un nouveau éditeur de formules en 4.3 Service Pack 2. On a des améliorations concernant certaines boîtes du dialogue, notamment les boîtes du dialogue pour les prompts. En 4.3 Service Pack 2, on réintroduit la possibilité de voir la liste des prompts et la sélection des données pour son prompt. Donc je peux faire une sélection de données, de valeurs, d'éléments pour un prompt, et ça va me donner une preview dans mon prompt des valeurs sélectionnées. De même que si j'ai sélectionné 11 valeurs alors que j'ai une liste de valeurs de 120, je peux voir uniquement ces 11 valeurs en cliquant sur cette petite icône. On restera la liste à ces 11 valeurs sélectionnées qui correspondent aux 11 valeurs que vous aurez ici en preview pour la valeur du prompt, et je peux naviguer entre mes différents prompts et voir les listes de valeurs indépendamment. Voilà, donc ça c'est une petite amélioration, ça ne ressemble pas encore exactement à ce qu'il y avait en 4.2, mais c'est une nette amélioration par rapport à la 4.3 et 4.3 Service Pack 1. Même chose pour les input control, les arbres hiérarchiques, les dimensions de type hiérarchique, avec plusieurs nodes, sont à présent disponibles, de même qu'on retaille la liste de valeurs des objets hiérarchiques automatiquement pour vous. Afin de ne pas être submergé par certains messages, des warnings, tout comme les messages d'erreur, vous avez une option qui permet Hide Refresh Warning Messages. On ne les cache pas réellement, on les compile, à savoir si vous avez 7 fois le même message qui concerne un refresh, et ben on va les compiler sous un seul message, et pour voir la liste de l'ensemble des messages, vous avez juste à cliquer sur le set. Le set vous donnera une liste de valeurs qui vous donnera le détail de chacun de ces messages de warning. Ensuite, on a des petites améliorations cumulatives concernant le format Painter, la possibilité de réutiliser, de copier-coller un formatting, vous pouvez le réutiliser. Possibilité de switcher d'un document à un autre durant les longues phases de rafraîchissement, ça redevient possible. Et le Date Time Picker, donc le sélectionneur des Date and Time, revient grandement amélioré en 4.3 Service Pack 2. Voilà. Le Fold on Fold, je vous l'ai présenté, qui se trouve maintenant inséré dans le bloc directement. Je voulais rapidement mentionner des améliorations concernant la barre de menu pour le mode View, le mode consommation, avec la possibilité de switcher en mode Reading, Design et ou Structure en un seul clic, ou en 2 clics plus précisément. Donc là, ce sont des améliorations d'utilisation. Les shortcuts. Les shortcuts reviennent dans 4.3 Service Pack 2. Voici la liste. Ça fonctionne dans Windows et sur Mac également.
Donc, vous pouvez à nouveau faire certaines actions spécifiques. Pour les power users, c'est extrêmement utile. Ce qu'il manque actuellement, c'est la possibilité de déplacer les blocs avec les flèches. Cela arrivera dans le futur. La customisation, la possibilité de faire du show-hide de vos interfaces, ça également, c'est revenu. C'est pas exactement le même qu'en 4.2, mais au moins la fonctionnalité avec les fonctionnalités majeures de show-hide de l'interface sont présentes à nouveau dans l'interface de la CMC. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que vous aviez mis en place en 4.2 ne fonctionnera pas en 4.3 Service Pack 2. Il vous faudra pour cela réimplémenter cette fonctionnalité, ce que vous avez fait en 4.3 Service Pack 2. Voilà, le Rich Client, j'ai eu la question tout à l'heure. Oui, vous pouvez à nouveau sélectionner vos fichiers plats locaux, donc stockés dans vos folders de votre PC directement à partir du Webby Rich Client. C'est le cas pour les fichiers Excel, les fichiers texte et CSV. Et on peut déléguer à nouveau le refresh, donc toute la partie refresh à ce qu'on appelle le back-end, au serveur, et non plus l'exécuter localement. On a également des améliorations pour la semantic layer. Donc ça, c'est notamment le cas pour les univers de type PUNX. À présent, vous pouvez géoqualifier par défaut un objet. Au lieu de le faire directement, et vous pouvez encore le faire aujourd'hui en 4 Service Pack 2 directement dans l'interface Webby, à savoir prendre une dimension de type état et dire cet état, dimension de type état, c'est une dimension géographique et faire tout le processus de qualification, à savoir si c'est une qualification par name ou latitude, longitude. La qualification d'un objet dans un UNX de type latitude, longitude, cela peut se faire automatiquement. Pour cela, vous avez besoin de 3 choses. D'une dimension, que vous allez dire, ça c'est le nom de ma dimension géographique, et 2 attributs, latitude, longitude, et vous avez assigné ces 2 attributs, latitude, longitude, à cette dimension géographique, city en l'occurrence à l'écran. Voilà. Et une fois que vous faites cela, c'est très simple, vous le faites une fois pour toutes et vous le centralisez dans vos univers. On a des améliorations concernant les connectivités. On n'a pas manqué que le Snowflake comme source de données, mais Snowflake SSO via OAuth est disponible en 4.3 Service Pack 2. C'est la continuité de ce qu'on a délivré en 4.3 Service Pack 1, la possibilité d'utiliser Snowflake comme source de données. Ça continue. Les extensions, les points d'extension de type UI Extension sont à nouveau de retour. Ils avaient disparu en 4.3 et en 4.3 Service Pack 1. Donc, si vous utilisez des points d'extension et des custom éléments, ils sont à nouveau disponibles et entièrement utilisables à partir de la 4.3 Service Pack 2. Et pour cela, on a travaillé avec nos partenaires, Need4Viz et Gaigeo, pour rendre tout cela visible et disponible et faire en sorte que cela fonctionne très bien. Et par ailleurs, on a une grande nouvelle pour vous. On a des updates concernant les REST Web Services. On a travaillé avec Need4Viz, notre partenaire, pour vous fournir quelque chose, je pense qu'il ne manquera pas de vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? On vous propose une intégration avec Need4Viz gratuite. Donc, Need4Viz a travaillé avec nous afin de vous fournir, de créer ce qu'on appelle une offre freemium qui sera disponible à partir de la 4.3 Service Pack 2, donc à partir de mi-décembre. C'est une offre gratuite et on vous propose, Need4Viz surtout, vous propose 7 composants gratuits afin que vous puissiez les utiliser chez vous dans vos documents Webby, encore une fois gratuitement. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez avoir plusieurs communications qui n'auront pas d'arriver dans les quelques jours et semaines à venir. Il vous faudra vous rendre sur le site de Need4Viz, vous enregistrer. Encore une fois, c'est gratuit. Vous aurez à fournir un nom, prénom, une compagnie et une adresse email. Et vous recevrez par email l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir bénéficier de ces 7 composants gratuits, et ces 7 composants vous permettront de rendre vos documents Webby, vraiment de les rendre dans un type dashboard beaucoup plus dynamique et beaucoup plus responsive, très simple. Dernière chose, encore une fois, cette offre gratuite avec Need4Viz est disponible à partir de décembre 2021 et on vous la propose jusqu'à décembre 2023. Alors, pourquoi on vous propose cela? Moi, il y a une chose qui m'apparaît de manière tout à fait évidente.
Webi, c'est un très bon outil pour tout ce qu'on appelle les requêtes ad hoc et ce qu'on appelle l'interactive dash report, l'interactive reporting, le reporting opérationnel, mais également, dans un certain sens, le mode dashboard. Si vous ajoutez au-dessus de cela, si vous utilisez Webi avec Nis4Viz, eh ben, vous changez complètement les cas d'usage de Webi. Webi devient non seulement un outil de ad hoc query, donc le requête ad hoc, ça reste un outil d'interactive reporting et d'interactive dashboarding, mais ça le transforme sans aucun doute en outil de data visualisation et de data exploration. En gros, vous avez un outil qui vous permet de répondre à l'ensemble des cas d'usage de vos utilisateurs, à la fois du reporting opérationnel, à la fois du dashboarding, à la fois de la data visualisation, quel que soit le type de visualisation que vous souhaitez utiliser pour représenter vos données. Nis4Viz peut vous aider à réaliser cela, mais également de la data exploration. Data exploration dans le sens où, quand je fournis un document Webi, c'est bien d'avoir des pré-visualisations, d'avoir des pré-documents, des pré-rapports, des pré-réponses à des questions, mais à un moment donné, j'ai besoin de certaines libertés pour répondre à mes propres données, sans nécessairement entrer dans le mode requêtage, sans nécessairement entrer dans le mode design. Et c'est encore une fois tout cela que vous propose Nis4Viz. Et l'avantage ultime, à mon sens, c'est que vous pouvez faire cela en utilisant Nis4Viz sur votre outil de reporting préféré, à savoir Webi. Et c'est un outil que vous utilisez en production, que vous avez amorti pour certains d'entre vous depuis de très nombreuses années. J'ai envie de vous dire, avec cela, avec ce couple Webi et Nis4Viz, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Vous avez un outil tout en un. Voilà. Cette vise qu'on vous propose, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure de la personne. Oui, on vous fournit des tables scrollables avec Nis4Viz. On vous fournit une table pivot, un graphique de type Sankey, un radio-bouton, un second packing et un OpenStreetMap et un Traffic Light. Rapidement, je vous montre ce que vous avez bénéficié via cette offre freemium, parce que ce n'est pas mineur, encore une fois. Je vous montre tout cela et ce sera la dernière démo de ma présentation. Ouais, parce qu'on arrive à la fin du temps imparti, Grégory. Ouais, ce sera la dernière démo. Déjà 24. Dans mes public folders. C'est quoi ce silence? Voilà, dans ce document, il est à peu près tout. Donc, je vous présente la table pivot, ce qui permet de faire de la data expiration. Je suis en mode consommation et à partir de là, c'est une table pivot que vous pouvez trouver par ailleurs. J'ai des objets, des dimensions, des mesures et je peux très simplement faire glisser, déposer ce dont j'ai besoin dans les différents axes et ça permet d'explorer des sources de données massives de manière quasi instantanée à la main de l'utilisateur. Pour cela, je n'ai pas besoin d'apprendre à faire une requête ou à créer un rapport. Le graphique s'adapte automatiquement à mon besoin. Je vous ai parlé de l'OpenStreetMap et effectivement, on vous offre l'OpenStreetMap par défaut. Ça vous permet de poser sur cette carte qui ressemble à du Google, mais c'est l'OpenStreetMap, pardon, des dimensions et des mesures. Et les cartes sont complètes. Quel que soit l'endroit dans le monde, StreetMap vous permet d'utiliser cela. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique que les géomaps qu'on vous propose dans Webi par défaut. Et enfin, on a ces 7 autres composants qui vont apparaître dans quelques instants, à savoir la table scrollable. Ah, peut-être que si je fais ceci, voilà, je vais les voir. Voilà, j'ai une table scrollable, j'ai un que je peux utiliser dans Webi. Voilà, c'est une table scrollable. J'ai un table de type Sankey et j'ai un circle packing qui permet de naviguer dans les graphiques et de chercher des relations. Voilà, donc tout cela, encore une fois, ça fait partie de l'offre freemium. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite tous à aller voir le site Nis4Viz en attendant que le site d'enregistrement soit mis en ligne et surtout de cliquer sur Demo Live où ça vous donnera accès à l'ensemble de leur catalogue et de pouvoir jouer avec l'ensemble de leur catalogue. Pour l'instant, c'est du démo.
Voilà, très intéressant. Je vous encourage tous à bénéficier de cette offre.